Choquée, j'ai découvert que mes parents ont offert mon appartement à mon frère à sa fête de fiançailles, celui que j'ai rénové avec 50 000 €. Dégage, m'a-t-il lancé. Ma vengeance a été bien plus brutale que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Elodie, j'ai 35 ans, et si je devais choisir un point de départ à mon histoire, ce ne serait pas un jour ou un événement, mais un lieu. Un appartement. Pas n'importe lequel. Celui de ma grand-mère paternelle, maman Louise, un 5 pièces haussmannien perché au 5e étage d'un immeuble en pierre de taille du 15e arrondissement de Paris. Pour le reste du monde, ce n'était qu'une adresse prestigieuse, une série de chiffres sur une facture de gaz. Pour moi, c'était le centre de gravité de mon enfance, le seul endroit sur cette terre où je n'avais jamais eu à lutter pour ma place. Chaque fois que je franchissais son seuil, l'odeur caractéristique de la cire d'abeille mélangée à celle, plus subtile, des vieux livres reliés en cuir, me transportait instantanément. Je revoyais mes genoux d'enfant, écorchés par des chutes dans la cour, et le goût inimitable de ces crêpes au sucre, récompense suprême de mes après-midi. Maman Louise était la seule personne dans ma famille qui me voyait vraiment. Ses yeux bleus, vifs et pétillants de malice, ne me traversaient jamais pour chercher mon frère, il se posait sur moi, s'attardait, rempli d'une tendresse et d'une fierté que je n'ai jamais retrouvée dans le regard de mes propres parents. Dans ma famille, nous étions une constellation de 4 étoiles, mais une seule avait le droit de briller de tous ses feux. Il y avait mes parents, Jean-Pierre et Martine, mon frère cadet, Bastien, et moi. Bastien était notre soleil. Né 2 ans après moi, il avait hérité du charme désinvolte de mon père et de la capacité de ma mère à obtenir tout ce qu'elle voulait par un simple battement de cils. Il était le fils en or, le prodige, celui dont les moindres caprices étaient des désirs et les désirs des ordres. Moi, j'étais la lune, satellite discret, condamné à refléter sa lumière et à graviter dans son ombre. Cette préférence n'était pas un secret honteux, chuchoté dans les recoins sombres de la maison. C'était une évidence, une loi de la nature familiale aussi immuable que la succession des saisons. Les exemples sont légion, gravés dans ma mémoire comme des épitaphes sur la tombe de mon estime de moi. Le jour de nos résultats du baccalauréat reste le plus cuisant. Nous l'avions tous les deux obtenu avec mention assez bien, un résultat honorable. Pour célébrer, mes parents ont organisé un grand dîner. À la fin du repas, mon père s'est levé, un sourire jusqu'aux oreilles, et a jeté un jeu de clés sur la table devant Bastien. C'était celle d'une petite Peugeot 206 d'occasion. Pour que tu sois indépendant pour tes études à la fac, mon grand, avait-il claironné. Bastien avait exulté. Puis, ma mère s'était tournée vers moi et m'avait tendu une enveloppe. À l'intérieur, un chèque. C'est pour tes frais de scolarité, ma chérie, avait-elle dit avec un sourire bienveillant. Sois raisonnable avec tes dépenses. Le message, comme toujours, était limpide, Bastien devait vivre une aventure, je devais gérer un budget. À 30 ans, après une décennie de travail acharné comme graphiste freelance, je vivais dans un minuscule studio sous les toits, une « chambre de bonne » que le jargon immobilier parisien tente de rendre poétique. La solitude y était parfois assourdissante, seulement troublée par le bruit de la pluie sur le zinc. C'est dans ce contexte que mes parents, 2 ans après le décès de maman Louise, m'ont fait ce qu'ils ont pompeusement appelé une « offre exceptionnelle ». Nous avons pensé à toi, Elodie, a annoncé mon père un dimanche, avec le ton magnanime d'un roi offrant une province à un vassal méritant. L'appartement de maman Louise est vide. C'est une charge pour nous, tu sais, les impôts, l'entretien. Tu pourrais le louer. Bien sûr, il faudra payer un loyer, nous ne sommes pas Crésus, mais nous te ferons un prix, un peu en dessous du marché. C'est important que le bien reste dans la famille. Un espoir insensé, une graine de reconnaissance que je croyais morte et enterrée, a soudain germé en moi. Retourner vivre là-bas ? C'était plus qu'un rêve, c'était une rédemption. J'ai accepté avec une gratitude empressée qui, rétrospectivement, me fait honte. La semaine suivante, mon père m'a remis un trousseau de clés anciennes et lourdes. Le cœur battant, j'ai gravi les 5 étages. Mais en ouvrant la porte,
mon rêve s'est fracassé contre le mur de la réalité. L'odeur de cire avait été supplantée par une puanteur de renfermé et de poussière froide. Les murs, autrefois d'un blanc crème, étaient d'un jaune maladif, imprégné de la nicotine des cigarettes de mon père qui était venu vider les lieux. La moquette était une relique souillée, le papier peint se décollait par endroits, et la cuisine semblait avoir été téléportée directement de 1972. Ce n'était pas une faveur. C'était un fardeau qu'il me transférait. Mais c'était le fardeau de ma grand-mère, et j'étais prête à le porter. Avant même de songer à mes cartons, j'ai sorti mon téléphone. Mon instinct professionnel a pris le dessus. J'ai commencé à documenter méticuleusement l'état de délabrement, créant un album photo intitulé « Point de départ ». Chaque fissure, chaque tache d'humidité, chaque fil électrique dénudé. Je ne savais pas encore que je ne rassemblais pas des souvenirs, mais des preuves. Je ne savais pas que je ne m'apprêtais pas à construire un foyer, mais un dossier. Les 5 années qui ont suivi furent un long tunnel de travail, de poussière et de sacrifices financiers. Mon statut de freelance, que mes parents considéraient avec un certain dédain, un vrai travail, c'est un CDI, aimait à dire mon père, est devenu mon plus grand atout. Il m'offrait la flexibilité nécessaire pour devenir l'architecte, le chef de chantier et le principal investisseur de ma propre vie. Chaque contrat signé, chaque facture payée par un client se traduisait par un nouveau pot de peinture, un devis d'artisan, ou quelques mètres carrés de carrelage. Le premier grand chantier, le plus symbolique, fut le sol. J'ai passé 2 week-ends entiers à 4 pattes, un masque sur le visage, à arracher cette moquette infâme qui semblait avoir absorbé toutes les tristesses de la fin de vie de l'appartement. Ce fut un travail éreintant, qui m'a laissé des courbatures pendant des semaines. Mais sous les couches de tissu usé et de colle séchée, le trésor était là, un magnifique parquet en point de Hongrie, le témoin silencieux des balles qu'avait pu donner ma grand-mère. Il était terne, griffé, mais intact. J'ai fait appel à Monsieur Jacques, un artisan parqueteur dont le nom m'avait été recommandé. C'était un homme d'une 60aine d'années, au visage buriné par le temps et aux mains larges et puissantes. Quand il a vu le parquet, une lueur de respect a brillé dans ses yeux. Ah, ça, mademoiselle, c'est du beau travail d'avant-guerre. On ne fait plus des choses comme ça. Il m'a expliqué les étapes, le ponçage, le vitrificateur. Le devis était astronomique, il représentait presque toutes mes économies de l'année. J'ai hésité, mais en imaginant le bois retrouver sa chaleur dorée, j'ai signé. Jacques, voyant ma détermination et peut-être aussi la modestie de mes moyens, m'a accordé une remise substantielle. J'aime les gens qui ont du respect pour les belles choses et le travail bien fait, a-t-il dit. Ça devient rare. Il m'a raconté, pendant qu'il travaillait, l'histoire de sa propre famille, des artisans de père en fils, créant un lien inattendu entre nous, une sorte de reconnaissance mutuelle entre 2 personnes qui construisaient avec leurs mains. Ensuite, ce fut le tour de la cuisine, le cœur battant de l'appartement de maman Louise. C'était là qu'elle m'apprenait ses recettes, que nous discutions pendant des heures. C'était devenu une zone sinistrée, avec un évier en faïence ébréchée et un four qui menaçait d'exploser à chaque utilisation. J'ai tout cassé. J'ai passé des mois à dessiner des plans sur mon ordinateur, à optimiser chaque centimètre carré. J'ai investi dans une cuisine italienne moderne, un contraste audacieux avec le classicisme haussmannien. L'installation a été un casse-tête, mais le résultat était à la hauteur de mes rêves. Les urgences se sont enchaînées. Une canalisation en plomb a cédé un soir de novembre, inondant la salle de bain et le couloir. Le plombier, un homme bourru et direct, a été sans appel. Toute la tuyauterie est morte, ma petite dame. C'est un miracle que vous n'ayez pas eu un dégât des eaux majeures avant. J'ai dû puiser dans mes réserves, contracter un petit crédit à la consommation pour tout refaire, de la plomberie à la faïence. Puis ce fut l'électricité, que l'électricien a qualifiée de « criminelle ». Encore des milliers d'euros. Madame Dubois, la concierge, était la spectatrice privilégiée de cette métamorphose. Depuis sa loge vitrée qui donnait sur la cour, elle voyait tout. Elle me voyait rentrer tard le soir, le visage fatigué, couverte de poussière de plâtre. Elle me voyait repartir tôt le matin pour aller chercher des matériaux. Vous vous donnez bien du mal, ma petite Élodie, me disait-elle avec une familiarité bienveillante. Vos parents, ils ont de la chance de vous avoir.
Je me contentais de sourire, trop épuisé pour expliquer la complexité de la situation. Mes parents, justement, passaient de temps en temps, en visite d'inspection. Ils déambulaient dans l'appartement transformé, distribuant des compliments qui sonnaient creux. C'est magnifique, ma chérie, s'extasiait ma mère devant la nouvelle salle de bain. Tu as vraiment un goût exquis. Cet appartement va prendre une valeur folle grâce à toi. Mon père, lui, avait le mot « investissement » à la bouche. C'est un bon investissement, répétait-il en tapotant sur le plan de travail en granit. Jamais ils ne m'ont demandé si je m'en sortais. Jamais ils n'ont proposé de participer. J'étais leur gestionnaire de patrimoine bénévole. Et moi, dans mon déni, je continuais à archiver méticuleusement chaque facture, chaque devis dans un grand classeur rouge. Je ne savais pas que ce classeur n'était pas le journal de bord de ma réussite, mais le dossier d'instruction de ma future guerre. Un an avant que le château de cartes ne s'effondre, alors que l'appartement était enfin devenu le sanctuaire dont j'avais rêvé, un rayon de soleil a percé les nuages de ma vie financière. J'ai reçu un courrier recommandé du notaire qui avait géré la succession de ma grand-mère. J'ai d'abord cru à une erreur, à une taxe oubliée. Mais le contenu de la lettre m'a laissé sans voix. Maman Louise, dans sa grande prévoyance, m'avait laissé un legs particulier, une assurance vie dont j'étais l'unique bénéficiaire. Le montant était de 50 000 €. Une somme colossale pour moi, qui vivais sur le fil du rasoir depuis 5 ans. Une lettre manuscrite, rédigée de sa belle écriture ronde et penchée, était jointe. Ma petite Élodie, mon trésor. Si tu lis ces mots, c'est que je suis partie rejoindre les étoiles. Ne sois pas triste. J'ai eu une belle vie. Cet argent, je l'ai mis de côté pour toi, et pour toi seul. C'est pour t'aider à sécuriser ton avenir, et je sais que ton avenir, ton cœur, est dans mon appartement. Mon plus grand souhait est que ces murs continuent de t'abriter, qu'ils entendent tes rires et sèchent tes larmes comme ils l'ont fait pour moi. Utilise cet argent pour cela. Pour t'offrir la paix et la sécurité. Ne laisse jamais personne te dire ce que tu dois en faire, pas même tes parents que j'aime, mais que je connais si bien. Tu es plus forte que tu ne le penses. Avec tout mon amour éternel, maman Louise. Les larmes ont coulé sur mes joues, des larmes de joie et de gratitude. C'était plus que de l'argent. C'était sa bénédiction, sa validation ultime. C'était comme si elle me disait, « Continue, tu es sur la bonne voie. » Folle de joie, et dans un élan de naïveté que je maudis encore aujourd'hui, j'ai annoncé la nouvelle à mes parents lors du dîner dominical. Je pensais qu'ils partageraient ma joie. Quelle erreur! Leurs sourires se sont instantanément figés. J'ai vu un éclair de convoitise, une lueur de calcul passer dans le regard de mon père avant qu'il ne se reprenne. Ma mère a posé sa fourchette, son visage soudainement soucieux. 50 000 €. C'est une grosse somme, Élodie. Il faudra être prudente. Le ton était donné. Quelques semaines plus tard, le piège s'est refermé. Ils ont débarqué chez moi un soir, sans prévenir, le visage fermé, l'air grave. Ils ont refusé de s'asseoir. Mon père faisait les 100 pas dans le salon, ma mère se tordait les mains. Le spectacle était parfaitement orchestré. Élodie, nous avons une nouvelle terrible, a commencé mon père. Nous venons de recevoir un courrier des impôts. Un redressement fiscal sur la succession de ma mère. Une erreur d'évaluation de l'appartement à l'époque. C'est une catastrophe. Il m'a tendu une liasse de papiers qui semblait effroyablement officielle, couvert de tampons et de jargon administratif. Si nous ne payons pas 50 000 € sous un mois, l'État va mettre une hypothèque légale sur l'appartement et le saisir pour le vendre aux enchères. Mon monde s'est écroulé. Perdre l'appartement? Après tout ça? C'était mon pire cauchemar. Ma mère a alors porté le coup de grâce. Elle s'est approchée de la grande photo en noir et blanc de maman Louise qui trônait sur la cheminée. Elle a caressé le cadre avec une tendresse feinte. Ce serait trahir sa mémoire, Élodie. Pense à ce qu'elle a écrit dans sa lettre. Cet argent, c'était pour l'appartement. C'est un signe du destin. Mon père s'est alors planté devant moi, le regard faussement sincère. Donne-nous l'argent pour sauver l'appartement. On règle ce cauchemar, et je te le jure sur la mémoire de ma mère, la semaine qui suit, nous sommes tous les 3 chez le notaire pour signer l'acte de donation à ton nom.
L'appartement sera à toi, légalement. C'est une promesse solennelle. J'étais au pied du mur. Ma méfiance, mon instinct qui me hurlait que quelque chose clochait, luttait contre la peur panique de tout perdre. La promesse de la propriété, la ligne d'arrivée de mon marathon, était là, à portée de main. J'ai cédé. Mais au moment où mon père prononçait sa promesse solennelle, une impulsion, un réflexe de survie, m'a traversé l'esprit. Faisant mine de chercher une information sur mon téléphone, je l'ai posé sur la table basse, écran vers le bas, et j'ai discrètement activé l'enregistreur vocal. Leur chantage, leur serment sur la tombe de ma grand-mère, tout a été capturé. Le lendemain, le cœur en miettes, je leur ai fait le virement. Le baiser de Judas avait été donné, et il m'avait coûté 50 000 €. Après le virement, une chape de plomb semblait s'être abattue sur notre famille. Mes parents, d'ordinaire si prompts à appeler pour des futilités, sont devenus étrangement silencieux. Le fameux redressement fiscal semblait s'être évaporé comme par magie. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet du rendez-vous chez le notaire, je me heurtais à un mur d'excuses. Oh, cette semaine c'est impossible, ton père a un déplacement ou, attendons un peu, ma chérie, nous sommes épuisés par tout ce stress. Le temps passait, et la promesse solennelle s'étiolait, devenant un souvenir gênant qu'il était de bon ton de ne plus évoquer. Je continuais à payer mon loyer chaque mois, une transaction absurde qui me rappelait ma position précaire. J'étais la locataire d'un bien que j'avais sauvé de la ruine avec mon propre argent. L'anxiété est devenue ma compagne de tous les instants, une boule froide logée en permanence au creux de mon estomac. Environ 1 an après ce que j'appelais désormais la grande escroquerie, la nouvelle est tombée comme un coup près. Bastien allait se fiancer. L'heureux élu n'était pas n'importe qui. Il s'agissait de Chloé Bernard, la fille unique du docteur Bernard, un chirurgien dentiste dont le cabinet de Neuilly-sur-Seine était une institution, et de son épouse, une décoratrice d'intérieur en vogue. Pour mes parents, ce n'était pas un mariage, c'était un couronnement. Ils avaient enfin réussi. Leur fils allait entrer dans une famille dont le nom seul suffisait à ouvrir toutes les portes. Leur conversation ne tournait plus qu'autour de ça, la magnifique maison des Bernard à Vaucresson, leur superbe voiture, les gens très bien qu'ils fréquentaient. Puis, un après-midi, ma mère m'a appelée. Sa voix était mielleuse, presque sirupeuse, un ton qui chez elle annonçait toujours une demande déguisée. Ma chérie, j'ai eu une idée absolument merveilleuse. Tu ne vas pas en revenir. J'ai attendu, le cœur battant. Nous allons organiser la fête de fiançailles dans ton appartement. Un silence. J'ai cru avoir mal entendu. Mon appartement? Oui. Il est si parfait. Tellement parisien, tellement chic, avec le parquet, les moulures. Tu l'as rendu si beau. Ce sera idéal pour recevoir les Bernard et leurs amis. Ils verront que nous sommes des gens de goût, que nous avons du patrimoine. C'est très important pour l'image, tu comprends. Je comprenais parfaitement. Ma maison, mon refuge, le fruit de 5 ans de ma vie, allait être réquisitionné et transformé en une vulgaire vitrine pour leur vanité. Chaque objet que j'avais choisi avec soin, chaque couleur que j'avais appliquée sur les murs, allait être scruté, jugé, non pas comme une partie de moi, mais comme un élément de leur stratégie de communication. Refuser était inenvisageable. J'aurais été la sœur jalouse, l'aigrie, celle qui gâche le bonheur de son frère. J'ai accepté d'une voix que je ne reconnaissais pas, une voix blanche et sans âme. Les 2 semaines qui ont suivi ont été un véritable supplice psychologique. Mon appartement a été envahi. Ma mère y passait ses journées, déplaçant mes meubles, critiquant la disposition de mes livres, apportant des bouquets de fleurs hors de prix qui ne correspondaient pas à mes goûts. Elle m'appelait 10 fois par jour pour valider le menu du traiteur, la couleur des serviettes, la playlist musicale. J'étais devenue une étrangère dans ma propre maison, une assistante de production pour le grand show de la famille. La veille de la fête, alors que je finissais de nettoyer les verres en cristal qu'elle avait insisté pour que nous louions, mon père et Bastien sont passés. Ils se tenaient dans l'entrée, inspectant la scène avec satisfaction. Pensant que j'étais dans la cuisine, ils ont commencé à parler à voix basse. Mais les vieux parquets craquent, et les murs haussmanniens ont des oreilles. J'ai entendu distinctement la question de Bastien, teintée d'une légère inquiétude. Et pour Élodie? Tu es sûr qu'elle ne va pas faire de problème pour la suite?
La réponse de mon père a été un coup de poignard en plein cœur. Il a ri, un petit rire sec et méprisant. Ne t'inquiète pas pour ça. Une fois que la fête sera passée, une fois que tout sera scellé avec les Bernard, elle ne fera pas de vagues. Elle a l'habitude de s'effacer. C'est sa fonction dans cette famille. Sa fonction. Ce n'était pas une maladresse. C'était la définition la plus froide et la plus précise de mon existence à leurs yeux. Je ne suis pas sortie de la cuisine. Je me suis appuyée contre le mur froid, fermant les yeux, la nausée me montant à la gorge. Le calme avant la tempête était terminé. La tempête était sur moi, et j'ai compris à cet instant que pour survivre, je n'allais pas devoir l'affronter, mais la devenir. Le soir de la fête, l'appartement que j'avais mis tant d'amour à façonner était méconnaissable. Il ne m'appartenait plus. Il était devenu une scène de théâtre, baignant dans une lumière tamisée et le bourdonnement des conversations mondaines. Une cinquantaine de personnes, la plupart des amis des Bernard et quelques relations d'affaires de mon père, se pressaient dans mon salon, un verre de champagne à la main. Ils admiraient les moulures, complimentaient le « charme fou » de l'endroit, ignorant totalement la femme qui avait passé des centaines d'heures à genoux sur ce même parquet qu'ils foulaient avec leurs souliers vernis. J'étais devenu invisible, un membre du personnel, un fantôme souriant qui s'assurait que les verres étaient pleins et que les petits fours du traiteur hors de prix circulaient. Les Bernard, un couple tiré à 4 épingles dont les sourires ne semblaient jamais atteindre les yeux, étaient le centre de l'attention. Ils inspectaient les lieux avec l'œil critique d'un commissaire-priseur, évaluant non pas la beauté, mais la valeur. C'est un bien magnifique, Jean-Pierre, a lancé Monsieur Bernard à mon père. Un emplacement de premier choix. Un excellent patrimoine. Mon père a bu ses paroles, le torse bombé de fierté. Ma tante Isabelle, la sœur de ma mère, était la seule note de sincérité dans cette symphonie de faux-semblants. Elle était restée près de moi, me lançant des regards inquiets. « Comment supportes-tu ça, ma puce ?» m'a-t-elle murmuré alors que je revenais de la cuisine avec un plateau. « Ce sont des vautours. »« Je regarde le spectacle, Tati, » ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « Et je prends des notes. » Le clou du spectacle a eu lieu vers 22 heures. Mon père, tel un maître de cérémonie, a tapoté sur son verre avec une cuillère, réclamant l'attention de l'assemblée. Un silence s'est fait. Il s'est positionné au centre de la pièce, sous le lustre que j'avais chiné aux puces de Saint-Ouen. Ma mère s'est placée à ses côtés, le visage rayonnant d'un triomphe soigneusement préparé. Bastien et Chloé, le couple princier, se tenaient devant eux, jouant la surprise et l'émotion. « Chers amis, chère famille, chère Hélène et Philippe » a commencé mon père en s'adressant aux Bernard. « C'est un immense bonheur de vous accueillir ce soir. Voir notre fils Bastien si heureux avec votre merveilleuse Chloé est la plus grande joie pour des parents. » Il a continué sur ce ton pendant plusieurs minutes, un discours appris par cœur sur la famille, l'avenir, les valeurs. Puis, il a marqué une pause théâtrale. Pour marquer cette union exceptionnelle, et pour donner à ces deux jeunes un départ solide dans la vie, Martine et moi avons décidé de leur offrir un cadeau. Un cadeau qui, nous l'espérons, sera la première pierre de leur foyer. Il a sorti de la poche intérieure de sa veste une grande enveloppe rigide. Il l'a tendue à Bastien. Mon frère, avec un talent d'acteur digne de la comédie française, a affiché un air de stupéfaction. Il a ouvert l'enveloppe et en a sorti un document officiel, le papier bleuté familier des actes notariés. Chloé a poussé un petit cri aigu, une performance parfaite de jeune fille comblée. « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» a répété Monsieur Bernard, complice de la mise en scène. Et ma mère, savourant chaque syllabe, a porté le coup de grâce. Sa voix a résonné dans le silence religieux de la pièce, c'est l'acte de propriété de cet appartement. Nous l'offrons à nos enfants. Le temps s'est arrêté. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Puis, la pièce a explosé. Des applaudissements, des bravos, des exclamations admiratives. Quelle générosité, des parents comme on en fait plus, Bastien, tu es un homme chanceux. Chaque mot était une gifle. Mon regard a croisé celui de mon père. Il m'a souri. Un sourire de défi, de domination, le sourire de celui qui vient de gagner la partie. C'est alors que la voix de tante Isabelle a fendu l'air, tranchante comme une lame. Mais, et Élodie ? Jean-Pierre, Martine,
qu'est-ce que vous faites? C'est sa maison. Vous n'avez donc aucune honte? Un silence de mort est tombé. Tous les visages se sont tournés vers moi, la pièce à conviction vivante de leur cruauté. Ma mère a fusillé sa sœur d'un regard venimeux. Mon père a pris un air condescendant. Isabelle, voyons, ne sois pas si dramatique. Nous avons généreusement logé Élodie pendant 5 ans à un loyer très avantageux. Elle nous en est très reconnaissante, n'est-ce pas, ma chérie? Il s'est tourné vers moi, m'invitant à jouer mon rôle. Il est temps qu'elle prenne son envol. C'est une grande fille maintenant, elle peut se débrouiller seule. Personne n'a osé ajouter un mot. La fête a repris, mais le cœur n'y était plus. J'étais devenue une attraction, un sujet de chuchotement. 1 heure plus tard, les derniers invités sont partis. Alors que je restais pétrifiée dans la cuisine, le cœur battant à tout rompre, Bastien est entré, suivi de Chloé. Elle examinait sa manucure avec un intérêt soudain. Mon frère s'est approché, un ricanement mauvais déformant ses traits. Bon, la comédie est finie. Sois sympa, ne fais pas de vagues. Tu as 48 heures pour dégager. Et ne laisse pas tes cochonneries derrière toi. On aimerait s'installer rapidement. Il a dit ça. Dans ma cuisine. Dans ma maison. J'ai levé les yeux vers lui. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste regardé. Et dans mon silence, il n'a pas vu la sœur brisée qu'il s'attendait à voir. Il aurait dû y voir l'ennemi redoutable qu'il venait de réveiller. Dès que la porte s'est refermée sur eux, un calme étrange s'est emparé de moi. La douleur, si vive quelques instants plus tôt, s'est muée en une énergie froide, une sorte d'hyperlucidité. Les larmes viendraient plus tard. Pour l'instant, c'était le temps de la guerre. Assise sur le sol de ma cuisine, au milieu des débris de la fête qui était aussi celle de ma vie d'avant, je n'étais plus la victime docile. J'étais un général sur un champ de bataille dévasté, et l'horloge tournait. 48 heures. Ma première action, avant même de ramasser un seul verre souillé, fut de passer un appel. Pas à une amie pour pleurer, mais à ma seule véritable alliée dans cette épreuve, Sophie. Ma voix était si calme qu'elle l'a surprise. Sophie, c'est la guerre. J'ai besoin de toi. Je lui ai brossé un tableau clinique de la soirée, sans pathos, en quelques phrases courtes. Sa réaction fut à la hauteur de notre amitié, une série de jurons fleuris à l'encontre de ma famille, suivie d'une question simple et efficace, « Qu'est-ce que je fais ?»« Tu deviens mon quartier-maître », ai-je répondu. J'ai besoin d'un garde-meuble, le plus grand que tu puisses trouver, disponible dès demain matin, 1re heure. Et j'ai besoin d'une équipe de déménageurs. Des professionnels, des costauds, qui ne posent pas de questions et qui sont efficaces. J'ai 47 heures et des poussières. Pendant que Sophie, depuis son propre appartement, se transformait en génie de la logistique, j'ai passé le reste de la nuit à préparer mon offensive. J'ai sorti mon grand classeur rouge, ma boîte de Pandore personnelle. 5 ans de ma vie, de mon argent, de ma sueur, y étaient consignés. J'ai méthodiquement trié chaque facture, chaque devis, les classant par corps de métier. J'ai tout scanné, créant une forteresse numérique de preuves sur mon disque dur externe, sur un cloud sécurisé, et j'ai envoyé une copie à Sophie avec pour instruction, garde ça précieusement. Puis, j'ai ouvert le fichier audio sur mon téléphone. J'ai réécouté la voix de mon père, mielleuse et fausse, jurant sur la tombe de sa propre mère. C'était mon arme nucléaire, et j'allais m'en servir. Les Bernard, un couple tiré à 4 épingles dont les sourires ne semblaient jamais atteindre les yeux, étaient le centre de l'attention. Ils inspectaient les lieux avec l'œil critique d'un commissaire-priseur, évaluant non pas la beauté, mais la valeur. C'est un bien magnifique, Jean-Pierre, a lancé Monsieur Bernard à mon père. Un emplacement de premier choix. Un excellent patrimoine. Mon père a bu ses paroles, le torse bombé de fierté. Ma tante Isabelle, la sœur de ma mère, était la seule note de sincérité dans cette symphonie de faux-semblants. Elle était restée près de moi, me lançant des regards inquiets. « Comment supportes-tu ça, ma puce ?» m'a-t-elle murmuré alors que je revenais de la cuisine avec un plateau. « Ce sont des vautours. »« Je regarde le spectacle, Tati, » ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « Et je prends des notes. » Le clou du spectacle a eu lieu vers 22 heures.
Mon père, tel un maître de cérémonie, a tapoté sur son verre avec une cuillère, réclamant l'attention de l'assemblée. Un silence s'est fait. Il s'est positionné au centre de la pièce, sous le lustre que j'avais chiné aux puces de Saint-Ouen. Ma mère s'est placée à ses côtés, le visage rayonnant d'un triomphe soigneusement préparé. Bastien et Chloé, le couple princier, se tenaient devant eux, jouant la surprise et l'émotion. Chers amis, chère famille, chère Hélène et Philippe, a commencé mon père en s'adressant au Bernard. C'est un immense bonheur de vous accueillir ce soir. Voir notre fils Bastien si heureux avec votre merveilleuse Chloé est la plus grande joie pour des parents. Il a continué sur ce ton pendant plusieurs minutes, un discours appris par cœur sur la famille, l'avenir, les valeurs. Puis, il a marqué une pause théâtrale. Pour marquer cette union exceptionnelle, et pour donner à ces deux jeunes un départ solide dans la vie, Martine et moi avons décidé de leur offrir un cadeau. Un cadeau qui, nous l'espérons, sera la première pierre de leur foyer. Il a sorti de la poche intérieure de sa veste une grande enveloppe rigide. Il l'a tendue à Bastien. Mon frère, avec un talent d'acteur digne de la Comédie Française, a affiché un air de stupéfaction. Il a ouvert l'enveloppe et en a sorti un document officiel, le papier bleuté familier des actes notariés. Chloé a poussé un petit cri aigu, une performance parfaite de jeune fille comblée. « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est » a répété Monsieur Bernard, complice de la mise en scène. Et ma mère, savourant chaque syllabe, a porté le coup de grâce. Sa voix a résonné dans le silence religieux de la pièce, c'est l'acte de propriété de cet appartement. Nous l'offrons à nos enfants. Le temps s'est arrêté. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Puis, la pièce a explosé. Des applaudissements, des bravos, des exclamations admiratives. Quelle générosité, des parents comme on n'en fait plus, Bastien, tu es un homme chanceux. Chaque mot était une gifle. Mon regard a croisé celui de mon père. Il m'a souri. Un sourire de défi, de domination, le sourire de celui qui vient de gagner la partie. C'est alors que la voix de tante Isabelle a fendu l'air, tranchante comme une lame. Mais, et Élodie ? Jean-Pierre, Martine, qu'est-ce que vous faites ? C'est sa maison. Vous n'avez donc aucune honte ? Un silence de mort est tombé. Tous les visages se sont tournés vers moi, la pièce à conviction vivante de leur cruauté. Ma mère a fusillé sa sœur d'un regard venimeux. Mon père a pris un air condescendant. Isabelle, voyons, ne sois pas si dramatique. Nous avons généreusement logé Élodie pendant 5 ans à un loyer très avantageux. Elle nous en est très reconnaissante, n'est-ce pas, ma chérie ? Il s'est tourné vers moi, m'invitant à jouer mon rôle. Il est temps qu'elle prenne son envol. C'est une grande fille maintenant, elle peut se débrouiller seule. Personne n'a osé ajouter un mot. La fête a repris, mais le cœur n'y était plus. J'étais devenue une attraction, un sujet de chuchotement. 1 heure plus tard, les derniers invités sont partis. Alors que je restais pétrifiée dans la cuisine, le cœur battant à tout rompre, Bastien est entré, suivi de Chloé. Elle examinait sa manucure avec un intérêt soudain. Mon frère s'est approché, un ricanement mauvais déformant ses traits. Bon, la comédie est finie. Sois sympa, ne fais pas de vagues. Tu as 48 heures pour dégager. Et ne laisse pas tes cochonneries derrière toi. On aimerait s'installer rapidement. Il a dit ça. Dans ma cuisine. Dans ma maison. J'ai levé les yeux vers lui. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste regardé. Et dans mon silence, il n'a pas vu la sœur brisée qu'il s'attendait à voir. Il aurait dû y voir l'ennemi redoutable qu'il venait de réveiller. Dès que la porte s'est refermée sur eux, un calme étrange s'est emparé de moi. La douleur, si vive quelques instants plus tôt, s'est muée en une énergie froide, une sorte d'hyperlucidité. Les larmes viendraient plus tard. Pour l'instant, c'était le temps de la guerre. Assise sur le sol de ma cuisine, au milieu des débris de la fête qui était aussi celle de ma vie d'avant, je n'étais plus la victime docile. J'étais un général sur un champ de bataille dévasté, et l'horloge tournait. 48 heures. Ma première action, avant même de ramasser un seul verre souillé, fut de passer un appel. Pas à une amie pour pleurer, mais à ma seule véritable alliée dans cette épreuve, Sophie.
Ma voix était si calme qu'elle l'a surprise. Sophie, c'est la guerre. J'ai besoin de toi. Je lui ai brossé un tableau clinique de la soirée, sans pathos, en quelques phrases courtes. Sa réaction fut à la hauteur de notre amitié, une série de jurons fleuris à l'encontre de ma famille, suivie d'une question simple et efficace: qu'est-ce que je fais? Tu deviens mon quartier-maître, ai-je répondu. J'ai besoin d'un garde-meuble, le plus grand que tu puisses trouver, disponible dès demain matin, première heure. Et j'ai besoin d'une équipe de déménageurs. Des professionnels, des costauds, qui ne posent pas de questions et qui sont efficaces. J'ai 47 heures et des poussières. Pendant que Sophie, depuis son propre appartement, se transformait en génie de la logistique, j'ai passé le reste de la nuit à préparer mon offensive. J'ai sorti mon grand classeur rouge, ma boîte de Pandore personnelle. 5 ans de ma vie, de mon argent, de ma sueur, y étaient consignés. J'ai méthodiquement trié chaque facture, chaque devis, les classant par corps de métier. J'ai tout scanné, créant une forteresse numérique de preuves sur mon disque dur externe, sur un cloud sécurisé, et j'ai envoyé une copie à Sophie avec pour instruction: garde ça précieusement. Puis, j'ai ouvert le fichier audio sur mon téléphone. J'ai réécouté la voix de mon père, mielleuse et fausse, jurant sur la tombe de sa propre mère. C'était mon arme nucléaire, et j'allais m'en servir. Le lendemain matin, à 9 heures précises, j'ai poussé la porte d'un cabinet d'avocats du boulevard Saint-Germain. Une amie de Sophie m'avait recommandé maître Alix Dubois, la décrivant comme une femme de fer dans un gant de velours. J'avais mis mon plus beau tailleur, mes cheveux tirés en un chignon impeccable. Je n'étais pas venue chercher de la pitié, mais des munitions. Maître Dubois était une femme d'une 50aine d'années, élégante, avec un regard perçant qui semblait lire au-delà des apparences. Je lui ai raconté mon histoire, de manière factuelle, chronologique. J'ai posé sur la table en acajou poli mon dossier, les photos avant-après, le classeur de factures, la copie de la lettre de maman Louise, le relevé bancaire du virement, et pour finir, j'ai mentionné l'existence de l'enregistrement. Elle m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes. Ses sourcils se sont froncés, son expression passant de la concentration professionnelle à une indignation contenue. Quand j'ai eu terminé, elle est restée silencieuse, tapotant sur son bureau avec un stylo en argent. Mademoiselle, a-t-elle finalement dit, sa voix posée mais tranchante comme de l'acier. Vous avez été la victime de ce qui s'apparente, en termes juridiques, à un abus de confiance aggravé, voire à une escroquerie. Une procédure judiciaire serait longue et éprouvante. Mais vous avez une opportunité. Une fenêtre de 48 heures. Elle s'est levée et a marché jusqu'à sa bibliothèque, en a sorti un lourd volume du Code civil. La loi est parfois poétique, a-t-elle dit avec un mince sourire. Article 555. Lorsque les constructions ont été faites par un tiers avec ces matériaux, le propriétaire du fonds a le droit, soit d'en conserver la propriété, en remboursant la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, soit d'obliger le tiers à les enlever. Elle a refermé le livre dans un bruit sec. Ils vous ont ordonné de partir. Ils ont donc choisi la deuxième option pour vous. Vous allez les prendre au mot. Vous allez tout enlever. Absolument tout ce pourquoi vous avez une facture. Laissez-leur les murs, le plafond et le plancher nus. Reprenez votre vie, Élodie. Et laissez-moi m'occuper du reste. Je suis sortie de son bureau en me sentant plus forte que jamais. La victime avait cédé la place à la stratège. Le compte à rebours n'était plus une menace, c'était le chronomètre de ma libération. L'opération, tabula rasa, a débuté le lendemain matin, à 8 heures tapantes. La petite rue habituellement si calme a été envahie par un balai de camions et de camionnettes d'artisans, un spectacle qui a dû ravir les voisins curieux. Sophie était là, fidèle au poste, un thermos de café dans une main et un talkie-walkie dans l'autre, jouant son rôle de régisseuse avec un sérieux quasi militaire. Je coordonnais les opérations depuis l'appartement, mon téléphone greffé à l'oreille. Les premiers à entrer en scène furent les cuisinistes. C'était une équipe de jeunes hommes efficaces et discrets. Avec une précision chirurgicale, ils ont commencé à démanteler la cuisine que j'avais mis des mois à concevoir. Chaque porte de placard, chaque tiroir, le plan de travail en granit si lourd, l'évier design, la plaque à induction, le four encastré, tout a été dévissé, débranché,
puis soigneusement emballés dans des couvertures de déménagement et du film à bulles. En moins de 2 heures, la pièce maîtresse de mon appartement n'était plus qu'un souvenir, un espace vide et triste, marqué par les traces des anciens meubles et sillonné de fils électriques et de tuyaux de cuivre nus. Le plombier et l'électricien ont pris le relais. Ils ont travaillé en tandem. Le plombier a démonté la colonne de douche hydromassante, le meuble vasque suspendu, et toute la robinetterie de luxe que j'avais choisie avec tant de soin. L'électricien, quant à lui, s'est attaqué à ce qu'il appelait « le système nerveux » de l'appartement. Chaque prise de courant, chaque interrupteur, chaque variateur de lumière que j'avais fait installer a été retiré. Il laissait derrière lui des boîtiers d'encastrement béants dans les murs, comme des yeux vides. Les magnifiques suspensions que j'avais chinées chez des antiquaires ont été décrochées, remplacées par les simples douilles à ampoule nues que j'avais trouvées en arrivant 5 ans plus tôt. Le retour à la case départ était brutal, et étrangement satisfaisant. Le clou du spectacle, l'acte final de cette pièce de théâtre de la dépossession, fut l'arrivée de Monsieur Jacques, le parqueteur, et de ses 2 apprentis. Il m'a serré la main, son regard empreint d'une compassion respectueuse. « Alors, on déménage le trésor ?» a-t-il demandé doucement. Avec une expertise qui relevait de l'art, ils ont commencé à soulever le parquet en point de Hongrie. Ce n'était pas une destruction, c'était un sauvetage. Chaque latte était délicatement délogée, numérotée au dos, puis empilée avec une infinie précaution. C'était le son le plus déchirant et en même temps le plus libérateur que j'ai jamais entendu, le gémissement du bois qu'on arrache à son emplacement, le bruit de ma vie passée qu'on mettait en caisse. Madame Dubois, la concierge, n'a pas manqué une miette du spectacle. Je l'ai vue plusieurs fois traverser la cour, hochant la tête d'un air entendu en discutant avec les artisans. À la mi-journée, alors que je descendais superviser le chargement d'un camion, elle m'a intercepté dans le hall. Elle ne m'a pas posé de questions futiles. Elle m'a simplement tendu une tasse de café fumant dans une tasse en porcelaine. « Tenez, ma petite Élodie, a-t-elle dit. La guerre, ça donne soif. » Ses yeux vifs brillaient d'une lueur de complicité. Dans cette guerre solitaire, ce simple geste de solidarité d'une quasi-inconnue valait plus que tous les discours de soutien. À 18 heures, la mission était terminée. L'appartement était une coquille vide, un squelette. Les sols en béton brut étaient poussiéreux, les murs semblaient avoir été mitraillés. C'était un paysage de désolation, l'image exacte de ce que ma famille avait fait de mon cœur. Avant de fermer la porte pour la toute dernière fois, j'ai fait un tour complet avec mon téléphone, filmant chaque détail, créant un « état des lieux de sortie » irréfutable. J'ai descendu les 5 étages sans me retourner. J'ai traversé la cour, et j'ai glissé le lourd trousseau de clés dans la boîte aux lettres de l'appartement de mes parents, à quelques rues de là. Avec les clés, j'ai laissé une simple carte de visite blanche. Au dos, j'avais écrit en lettres capitales, avec un marqueur noir, comme convenu, j'ai vidé les lieux. L'appartement est à vous. Profitez-en bien. La première bataille était gagnée. J'avais trouvé refuge chez Sophie, dans sa chambre d'amis transformée en quartier général de crise. J'avais demandé à mon ami de filtrer tous mes appels, de ne me passer que ceux de Maître Dubois. Je savais que le tsunami de réaction n'allait pas tarder, et je refusais de leur offrir la satisfaction d'une confrontation directe. Je voulais qu'ils marinent dans leur propre venin, qu'ils s'agitent dans le vide. La première vague a déferlé le lendemain matin, à 9h01, l'heure précise où le facteur devait avoir déposé mon petit colis piégé. Le téléphone de Sophie, sur lequel j'avais dévié mes appels, s'est mis à vibrer frénétiquement. Une avalanche d'appels manqués, maman, papa, Bastien. En boucle. Puis les messages vocaux ont commencé à arriver, une collection d'anthologies de fureur et d'incrédulité. Élodie, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est que ce carnage? Tu as tout saccagé. C'est immonde. C'était la voix de ma mère, stridente, au bord de l'hystérie. Tu as vandalisé notre propriété. C'est un acte criminel. Je te préviens, nous allons porter plainte pour dégradation volontaire. Tu vas finir au tribunal. C'était mon père, tentant de prendre un ton menaçant qui sonnait creux, trahissant sa panique. Espèce de salope. De garce jalouse et frustrée. Tu n'as jamais supporté que je réussisse. Tu vas nous le payer, je te le jure. C'était Bastien, dans toute sa splendeur narcissique.
Avec Sophie, nous avons écouté ces messages une fois, avec une fascination quasi clinique, avant de les effacer. Il n'avait rien compris. Il croyait à une crise de nerfs, à un acte de vandalisme impulsif. Il n'avait pas encore saisi la froideur méthodique de ma réponse. Il ne savait pas que ce n'était que le début. Pendant qu'il s'époumonnait dans le vide, je lançais la deuxième phase de mon offensive, une manœuvre en tenaille sur 2 fronts. Le premier front était matériel, et délicieusement symbolique. Je me suis souvenu de la vieille 2CV Charleston de ma grand-mère. Un bijou. La carte grise était à mon nom depuis mes 25 ans, un cadeau de maman Louise. Mais depuis son décès, mes parents l'avaient annexée. Elle est mieux dans notre garage qu'à dormir dans la rue, tu comprends, avait dit mon père. J'ai appelé une société de dépannage. Puis, j'ai appelé le commissariat de leur arrondissement. J'ai expliqué la situation à un officier de police d'une voix calme et posée, j'étais la propriétaire légitime d'un véhicule, et j'avais mandaté une entreprise pour le récupérer à leur adresse. Je voulais simplement les en informer pour éviter tout malentendu, connaissant le caractère un peu vif de mes parents. J'ai immédiatement envoyé par email une copie de la carte grise. L'officier, probablement habitué à des conflits familiaux bien plus sordides, a été d'une grande aide. 1 heure plus tard, le chauffeur de la dépanneuse m'a appelé, mission accomplie, madame. Le petit couple de retraités a bien tenté de faire un scandale, en criant au vol, mais je leur ai montré les papiers et j'ai mentionné que la police était au courant. Ça les a calmés net. La 2CV a été livrée dans un garage sécurisé. La fureur de mon père, dans le message vocal qui a suivi, était biblique. Le deuxième front, le plus redoutable, était légal. Le même jour, Maître Dubois a fait partir 3 lettres recommandées avec accusé de réception. Une pour mes parents, une pour Bastien à leur adresse, et une, le coup de grâce de la stratégie, directement au domicile des Bernard, à l'attention de Monsieur et Madame Bernard. Le contenu était identique, une mise en demeure formelle et glaciale. Le texte, ciselé par Maître Dubois, exigeait sous quinzaine le remboursement intégral des 50 000 € de mon héritage, somme détournée sous de faux prétextes fallacieux et une pression morale intolérable. La lettre détaillait également le montant total des rénovations, facture à l'appui, précisant que nous nous réservions le droit de réclamer cette somme dans une procédure ultérieure. Et puis, il y avait le dernier paragraphe, la torpille conçue pour faire couler leur navire. Nous tenons à vous informer que notre cliente est en possession d'un enregistrement audio de la conversation du 12 mai de l'année N1, au cours de laquelle vous vous êtes engagé solennellement, en jurant sur la mémoire d'un proche décédé, à lui faire donation du bien en échange de ladite somme. Tout refus de coopérer à un règlement amiable nous contraindrait à transmettre cet élément, ainsi que l'ensemble du dossier, au procureur de la République pour des qualifications pénales que vous n'ignorez pas, notamment l'escroquerie et l'abus de confiance. Le piège s'était refermé. Je les avais attaqués sur leur confort matériel, sur leur image sociale, et maintenant, sur leur liberté. La guerre avait changé de nature. Il ne s'agissait plus de vengeance, mais de survie. La leur. L'envoi de la mise en demeure, et plus particulièrement sa copie adressée au Bernard, a été le catalyseur qui a précipité l'effondrement. Pour mes parents et mon frère, la menace d'une procédure pénale était terrifiante. Mais la perspective de perdre la face, et surtout de perdre la précieuse alliance avec la famille Bernard, était une catastrophe d'une toute autre ampleur. La première fissure est apparue là où ils avaient placé tous leurs espoirs. Le docteur Bernard n'était pas un homme à prendre les choses à la légère. Recevoir un courrier d'avocat menaçant sa future belle-famille de poursuites pour escroquerie a déclenché chez lui tous les signaux d'alarme. En homme d'affaires avisé, il a fait ce que mes parents n'avaient jamais anticipé, il a mené sa propre enquête discrète. Il n'a pas eu à chercher bien loin. Quelques appels à des contacts dans le monde de la finance et des cercles parisiens lui ont suffi pour découvrir le pot aux roses, une vérité que ma famille dissimulait sous un épais vernis de respectabilité bourgeoise. Mon père, Jean-Pierre, avait une faiblesse pour le jeu. Pas le loto du samedi soir, mais les tables de poker des cercles privés, où les mises s'envolent. Il avait accumulé des dettes importantes. Les 50 000 € de mon héritage n'avaient jamais été destinés à un quelconque redressement fiscal. Ils avaient servi à éponger les pertes et à calmer des créanciers devenus impatients. La confrontation entre les deux familles a dû être d'une violence inouïe.
J'imagine la scène, les Bernard, dans leur salon cossu de Vaucresson, demandant des explications à mes parents, qui ont dû bafouiller, nier, avant de se retrouver acculés. Pour Chloé, la douche a été glaciale. Non seulement l'appartement de ses rêves était un champ de ruines, mais elle découvrait que la famille de son fiancé était criblée de dettes et de mensonges. Élevée dans un monde où la réputation et la solidité financière sont des piliers, elle a pris la seule décision logique de son point de vue. Elle a rompu les fiançailles. Elle a rendu sa bague en diamant à Bastien, lui expliquant d'une voix sans appel qu'elle ne pouvait pas unir son nom et son avenir à une famille, en proie à de tels conflits et à une telle malhonnêteté. Le château de cartes, construit sur le sable de la vanité et du mensonge, s'est effondré dans un silence assourdissant. C'est au cœur de cette débâcle que j'ai reçu un appel qui allait tout changer. C'était tante Isabelle. Sa voix était basse, urgente. « Élodie, il faut absolument que je te voie. Seules toutes les deux. C'est à propos de maman Louise. » Nous nous sommes retrouvés dans un petit salon de thé du Jardin du Luxembourg, un lieu neutre et anonyme. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans. « J'ai vu ce qu'ils t'ont fait toute ta vie, » a-t-elle commencé, ses mains tremblant légèrement autour de sa tasse. J'ai essayé de parler à ma sœur, de lui ouvrir les yeux, mais c'est un mur. Cette dernière crasse, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je ne peux plus être la complice silencieuse de leur monstruosité. Elle s'est penchée vers moi, son regard intense. Ta grand-mère n'était pas une sotte. Elle connaissait ton père mieux que personne. Elle se méfiait de lui, de ses affaires, de son incapacité à gérer l'argent. Elle tenait un journal. Pas un simple journal intime. Un vrai livre de comptes de sa vie, et de ses déceptions. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Un journal ? Oui. Et elle le cachait. Tu te souviens de sa grande et vieille armoire normande, celle qui est maintenant dans leur chambre d'amis ? J'ai hoché la tête. Un meuble massif, magnifique, qu'ils avaient été les premiers à réclamer après le décès. Il y a un compartiment secret. Une double paroi au fond. Le journal est là. Je l'ai vu caché des dizaines de fois quand j'étais adolescente, pour le soustraire à la curiosité de ton père. J'étais stupéfaite. Une nouvelle pièce venait d'apparaître sur l'échiquier, une pièce maîtresse que personne n'attendait. Pourquoi tu me le dis seulement maintenant, Tati ? Son regard s'est embué. Parce qu'avant, ma chérie, tu aurais pardonné. Tu aurais trouvé des excuses. Tu aurais laissé faire pour avoir la paix. Aujourd'hui, je sais que tu te battras jusqu'au bout. Ta grand-mère aurait voulu que ce soit toi, et toi seul, qui aies ces dernières armes en main. Un nouveau plan, plus audacieux, plus risqué que tous les autres, a instantanément germé dans mon esprit. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer mon argent. Il s'agissait de récupérer la vérité. Il fallait que je mette la main sur cette armoire. Le plan pour récupérer l'armoire était d'une simplicité diabolique, jouant sur la psychologie de mes adversaires. Ils étaient aux abois, leur alliance avec les Bernard détruite, la menace d'un procès pénal planant au-dessus de leur tête. Ils étaient prêts à tout pour calmer le jeu. J'ai demandé à Maître Dubois de contacter leur avocat avec ce qui se présentait comme un rameau d'olivier. L'offre était la suivante. J'acceptais d'abandonner toute poursuite future concernant le coût des travaux et le préjudice moral, à 2 conditions. La première, le remboursement immédiat et intégral des 50 000 €. La seconde, qu'il me cède un seul et unique objet sentimental, la vieille armoire normande de ma grand-mère. Ma cliente est en pleine reconstruction, a plaidé mon avocate avec un talent dramatique certain. Elle ne veut plus se battre. Elle veut juste récupérer son argent et le seul souvenir tangible qui la relie à sa grand-mère. Comme prévu, ils ont sauté sur l'occasion. Se débarrasser de moi pour, seulement, 50 000 € et un vieux meuble encombrant leur a paru être une aubaine. L'accord a été conclu en moins de 24 heures. 2 jours plus tard, des déménageurs que j'avais engagés se présentaient à leur porte. L'armoire, si lourde et si massive, a été sortie de leur maison et livrée directement dans le box de stockage que j'avais loué sous un nom d'emprunt. Ce soir-là, avec Sophie pour seul témoin, nous nous sommes attaqués aux géants de bois. L'odeur de lavande et de cire ancienne s'en est échappée, comme le dernier soupir de maman Louise. À la lueur d'une lampe de poche, nous avons cherché le fameux mécanisme. Après de longues minutes,
le doigt de Sophie a trouvé une petite aspérité. Une légère pression, un déclic, et le panneau du fond a coulissé dans un doux gémissement, révélant une cage étroite et sombre. À l'intérieur, reposaient plusieurs carnets noirs, à la couverture de cuir usé par le temps. Le trésor de tante Isabelle. Le testament de ma grand-mère. Ce que nous y avons découvert, page après page, dépassait de loin nos espérances. Ce n'était pas seulement un journal intime. C'était un registre méticuleux de la duplicité de mon père. Chaque somme, empruntée, et jamais rendue, chaque mensonge pour obtenir de l'argent, chaque projet fumeux était consigné avec une précision d'expert comptable, date, montant, et commentaires personnels cinglants. Jean-Pierre est venu aujourd'hui, il a besoin de 5 000 francs pour une affaire en or. La dernière affaire en or m'a coûté le double. Et puis, il y avait la bombe atomique. Des pages entières décrivant, avec une clarté effrayante, certains arrangements financiers de mon père pour dissimuler des revenus au fisc, des histoires de paiement en liquide et de comptes à l'étranger. Ma grand-mère avait tout noté. La confrontation finale n'a pas eu lieu dans un prétoire, mais dans la salle de conférence glaciale du cabinet de Maître Dubois. Mes parents et Bastien étaient là, le visage gris, flanqués de leur avocat. J'étais assise en face, calme, silencieuse. Maître Dubois a commencé par confirmer les termes de notre accord. Leur avocat a acquiescé, précisant que le virement des 50 000 € serait fait sous 48 heures. Excellent, a dit Maître Dubois avec un sourire glacial. Cependant, un nouvel élément, d'ordre purement sentimental bien sûr, est apparu. Elle a sorti les carnets noirs de son porte-documents et les a posés doucement sur la table en acajou. Le silence est devenu assourdissant. Nous avons retrouvé le journal de la mère de votre client. Une lecture fascinante. Il contient des informations très détaillées sur certaines dettes anciennes, plus intéressant encore, sur certaines pratiques fiscales. Je suis certaine que l'administration compétente serait captivée par ce récit d'un autre temps. Le visage de mon père a viré au cireux. Ma mère a semblé s'évanouir sur sa chaise. Bastien regardait les carnets comme s'ils allaient exploser. C'était un échec et mat. Leur avocat, comprenant qu'il était au bord du gouffre, a demandé une suspension de séance. 20 minutes plus tard, il est revenu avec une nouvelle proposition, écrite à la hâte sur un bloc-notes. Ils acceptaient de vendre immédiatement un petit studio qu'ils possédaient à Vincennes. Avec le produit de la vente, ils me rembourseraient non seulement les 50 000 €, mais aussi l'intégralité des 40 000 € de travaux, plus la totalité de mes frais d'avocat. En échange, le journal restait sous scellé chez Maître Dubois, une épée de Damoclès perpétuelle. J'ai accepté. 6 mois ont passé. L'argent a été versé jusqu'au dernier centime. La semaine dernière, j'ai signé l'acte d'achat de mon propre appartement. Un joli 2 pièces avec un petit balcon fleuri, dans un quartier que j'ai choisi. Je n'ai plus jamais eu de contact avec eux. Leur silence est la plus douce des musiques. Ce soir, je suis assise sur le parquet de mon nouveau salon. Il est vide, il sent la peinture fraîche. Chaque mur blanc est une page à écrire. En regardant le soleil se coucher sur les toits de Paris, je fais le bilan. J'ai perdu une famille toxique, un appartement hanté par les faux-semblants, des années de ma vie à chercher une approbation qui ne viendrait jamais. Mais j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. Ma dignité. Ma liberté. Et un avenir qui, pour la toute première fois de ma vie, m'appartient entièrement.